que la population a de moins en moins envie de débattre. 68% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux ? 44% des jeunes Français n'ont eu aucun rapport sexuel durant l'année. 10% des couples qui se marient aujourd'hui se sont rencontrés sur Internet. Pardon, non. Ah putain, je te jure. Bienvenue à tous. On est mercredi, il est 19h, vous écoutez Radio Ems. Et c'est parti pour l'émission avant le 3e verre. Non mais c'était pour avoir un éclat de rire général pour commencer l'émission. Donc comme vous l'avez deviné, je suis en compagnie de Morgane, Manu et Franck. Salut. Salut. Et puis on espère, chers auditeurs, que vous allez au moins aussi bien que nous. En tout cas, que faire se peut. Donc on vous rappelle le concept de l'émission. Non mais il faut y aller. On vous rappelle le concept de l'émission. Donc avant le 3e verre, on va essayer de parler de sujets de société. Et cette fois-ci, cette émission est consacrée, la 17e, mesdames et messieurs, la 17e. Déjà. Eh oui. Elle est consacrée aux écrans, le problème des petits et des grands. Et donc, voilà, sur ce sujet de société, nous allons débattre. On va essayer de décortiquer un peu les infos qu'on a, nos pratiques, vous parler un peu de ce qu'on a découvert un peu sur le sujet. Bien sûr, vous retrouverez vos chroniques préférées avec les recos de Momo et l'info au mytho de Manu. Enchanté. Bien sûr, tout ça saupoudré de chansons et de rires, bien évidemment. Donc, laissez-vous embarquer par cette nouvelle émission d'avant le 3e verre sur Radio Ems. Allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Alors attention, une intro un peu boomer, une intro un peu je raconte ma vie, une intro je vous ai prévenu. Hein, voilà, ça va être peut-être un peu long. On va faire un pitch de 3 minutes avant, effectivement. Mais j'espère qu'il y a une définition. Non. Oh là là. Mais non, mais par contre, il y a ma deuxième passion. J'ai été sur un site de santé québécois. Vous parlez des écrans. Et je tiens à dire, c'est important québécois, parce que les sites de santé québécois, c'est ma deuxième passion avec écouter Affaires sensibles. C'est vraiment les sites de santé les mieux faits, je trouve, ceux qui t'expliquent le mieux. Oh putain, c'est niche. Je sais. Mais bon, ça, ce sera pour la deuxième partie. Avant ça, donc voilà, les écrans. Donc intro de boomer, intro de boomeuse. Les écrans, en fait, avant d'en arriver là, ils en sont aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre quotidien, à nous poursuivre jusque dans les toilettes, n'est-ce pas? Je vois pas de quoi tu parles. Avant, il y avait des Game Boy. Maintenant, on prend nos téléphones. Game Boy, mais oui, des Game Boy de fou. Ouais. Grave. Game Boy Color. J'ai jamais emmené ma Game Boy aux toilettes. Ah ouais? Non, mais si. Je pense pas. Le meilleur moment ever. Mais j'étais dans une grande famille, fallait pas squatter les toilettes. Ah ouais, trop longtemps. Nous, on était 12, mais pour autant. Donc, avant d'en arriver à un usage quasi intensif, voire intrusif, voire trop, je n'ai pas assez de mots pour aller au-delà de ce qu'on les utilise maintenant, parce qu'ils font vraiment partie intégrante de nos vies. Ils sont greffés à nos mains, greffés à nos yeux, greffés à tout. Hein. C'est-à-dire qu'on marche en pianotant, on regarde des trucs, bref, chose qui n'était pas le cas avant. Alors, je refais un tout petit peu d'historique. Qu'est-ce qu'il y a, Manu? Non, je disais, elle nous regarde à travers un écran, Momo, effectivement, actuellement, des lunettes. N'importe une IA. Merci Manu. Donc je vais essayer de reprendre un peu la genèse des écrans et ayant eu le privilège, un peu comme vous quand même, de n'être pas tout à fait au siècle des écrans, comment sont-ils un peu arrivés dans nos vies? Moi je me souviens, en l'an 2000, j'avais 15 ans et c'est mon premier téléphone portable. Mais téléphone portable avec un usage pas du tout. Celui qui n'était pas du tout celui d'aujourd'hui, qui était vraiment un usage de téléphone, c'est-à-dire très peu, un petit écran pour téléphoner, pour avoir le numéro limite qui s'affiche, peut-être un serpent du Nokia 3310, évidemment. des textos, mais pas du tout un écran avec tout le contenu qu'on peut avoir dedans. Donc vraiment un usage tout à fait raisonnable et raisonné, entre guillemets. Et de là,
révolution technologique. Tout s'accélère, on miniaturise tout, même nos ordinateurs à la maison. On passe de Mac hyper gros, là, iBook, je sais pas quoi, machin truc, qui prenait une vie dans la maison, à des écrans plats, à des tours, à des trucs qui vraiment se réduisent. Et à partir des années 2000, moi j'ai l'impression que là, il y a une accélération, parce que révolution technologique, parce que vraiment, ça se développe à vitesse grand V, puis c'est un marché qui s'ouvre d'un seul coup et dans lequel tout le monde investit. Et là, apparition vraiment des téléphones à écran avec, entre guillemets, en même temps que les ordinateurs, en même temps que les tablettes, en même temps que ces choses-là. Tactile. Ouais, du tactile, des choses comme ça, tout se développe. Et là, l'écran devient, oui, Internet. Oui, merci Franck. Le développement d'Internet, évidemment. C'est la force de Franck, ça. C'est... Il communique à travers vous, à travers moi. Oula. Il communique pas avec un écran. Il communique avec un stylo et une feuille de papier. Ouais, c'est vrai. C'est ça, la force de Franck. Radiohead, c'est encore en 1980. Exactement. Franck, il communique par ça, il nous envoie des lettres par pigeon voyageur. Et à partir de là, donc en fait, notre usage par rapport aux écrans, parce que du coup, les écrans aussi se multiplient. On peut les emmener partout, ils se miniaturisent, enfin voilà. Et surtout, comme tu dis, l'accès à Internet, l'accès aux données. Et du coup, là, on va avoir un rapport à l'écran complètement différent parce qu'en fait, nos portables sont devenus des mini-ordinateurs. En fait, c'est ça le truc. Et on peut mettre dedans, dans nos portables actuels, plus que ce qu'on mettait dans nos ordis quand on avait 8 ans, quoi. C'est un peu effarant. Donc voilà, ce qui nous amène à notre premier sujet. De distinguer les écrans, leurs usages, etc. Surtout, en 2025, comment maintenant on utilise les écrans? Vous avez quelle utilisation des écrans? Est-ce que c'est, par exemple, votre téléphone, vous le lâchez jamais? Est-ce que, vous pianotez et sur votre ordi et votre tablette et votre téléphone? Comment ça se passe un peu dans le quotidien? Je dirais même celui du boulot, à la limite, quel est votre rapport à l'écran? Et est-ce que vous savez depuis combien de temps ça a changé? Ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir grandi avec? C'est important, ça, effectivement. Ouais. Moi personnellement, j'ai quand même parce que là, mon premier souvenir d'écran, c'est la Coupe du Monde 98, où mes parents justement ont récupéré une télé de la voisine ou je sais pas quoi. Bon, ça a été démenti par ma mère récemment, on a eu un débat là-dessus, mais pour moi c'est ça le premier moment où on a eu un écran. Mais voilà, et donc premier moment vraiment on a la télé à la maison. Après il y a eu les ordinateurs, les téléphones, etc., etc. Et moi aujourd'hui par exemple, j'ai mon téléphone. C'est vrai que mon téléphone, je le quitte jamais. Et les rares fois, je m'en rends compte récemment quand je suis en vacances, etc., quand je le lâche, ça fait bizarre. Parce qu'en limite, on se sent nu. Oui, on se sent tout nu, ouais. Et les ordinateurs, pareil, j'ai un ordinateur à la maison. J'ai au travail, donc j'ai à la maison, j'ai une sorte de mini tour, mais qui se voit à peine. Enfin, un truc, tu en parlais, miniaturisation. Ouais. Moi, ça prend 3 cm sur 4. Bah voilà. Et avec un énorme écran, etc. Et en fait, ça me sert globalement, soit sur mon téléphone, soit si je veux regarder un film, soit je veux aller sur Internet ou machin, je me sers de ça. J'ai un ordinateur portable, mais bon, je l'utilise jamais au niveau truc. Oui, on les utilise même plus en plus ces trucs-là. Enfin, maintenant, ça a vraiment été, ça commence à devenir obsolète, quoi. Et au travail, moi aussi dans mon travail, mais après je pense que c'est le cas tous, mais particulièrement dans le mien, vu que je suis journaliste et je bosse en télé, nous tout se fait à travers plusieurs écrans. Eh oui. Quand je suis en régie, alors même si cette régie est immense, ça les gens ne le voient pas. Mais c'est une régie absolument monstrueuse. Franck est avec 4 personnes différentes ici, etc. Mais là où je travaille, effectivement, c'est un tout petit peu plus volumineux. Et on a une vingtaine ou une trentaine d'écrans devant nous, avec déjà les chaînes info, les écrans des caméras, les écrans des extérieurs, les écrans des chaînes AFP, etc., etc. En fait, vous ne savez pas, mais Manu est un écran. Exactement. C'est ça, c'est lui. Et donc voilà, donc en permanence, t'es envahi d'écrans, et même dans ton travail au quotidien, moi j'ai toujours 2 écrans en préparation, etc., quand on n'est pas en régie. Donc et quand tu rentres, t'as des écrans aussi parce que t'as ton téléphone, parce que tu regardes ton téléphone quand t'es sur la route, quand t'es sur le retard. Donc en fait, tu l'utilises vraiment tout le temps. Et j'apprends petit à petit, grâce à la personne qui m'accompagne au quotidien aujourd'hui, à déconnecter justement, à reprendre.
C'est un post sponsorisé. C'est un post sponsorisé pour ma meuf. Voilà, exactement. Mais non, c'est vrai qu'elle elle est connectée, mais elle arrive à déconnecter justement via des livres, via ce genre de choses. Et c'est vrai que malgré tout, c'est, je pense, plus simple aussi à deux de déconnecter justement de ce point de vue-là. Et tu dis toujours, moi, je sais qu'il y a eu un avant et un après, par exemple, Covid. Ouais. Ça, je sais que ça a été assez ouf, ouais. Parce que t'étais chez toi, tu bougeais pas, Et rivé sur l'écran, en fait, c'était ton Exactement. interface pour avoir des nouvelles du monde. Exactement. Oui, en plus. Et c'est ouais. Non, mais là, à la limite, je trouve que l'usage était positif parce que je pense que ça nous a tous soutenus, ça nous a tous permis de passer cette période un peu difficile, et ça nous permettait d'avoir du lien à l'autre. Imagine ça sans écran, non, sans mais internet. Non, mais les gens se seraient suicidés, je pense. Compliqué, mais alors, oui. Et donc, du coup, si je reviens à ton souvenir de la Coupe du Monde 98, c'est quoi exactement ce truc-là? Il n'y avait pas de télé avant. Il n'y avait pas de télé avant. Il n'y avait pas de télé avant. Ah, d'accord, en fait. Non, on n'avait pas de télé. Okay. C'est vraiment la première fois, en fait, on récupère une télé d'une voisine juste pour la Coupe du Monde 98. Bah, quelle bonne idée, on a gagné. Ah, c'est vrai que t'avais, autant vous dire, mes premiers souvenirs ont été extraordinaires. Mais, nous, non, quand on allait. T'avais quel âge en 98 sans indiscrétion? J'avais 8 ans et ça va, il se la pète. Tu veux que je te donne mon âge? Bah, chut. Là, et puis, non, je sais que t'en avais 3, toi, ça va. Merci, Momo. Très bien, on apprend, on est tous vieux, merci. Mais, non, on est, avant, moi, on allait même chez, il y avait une sorte de rituel d'aller peut-être chez le voisin pour aller mater le match ou tout comme ça, parce que nous, on n'avait pas de télé. Et là, pour le coup, pour la première fois, on avait la télé chez nous, quoi. Et c'est vrai que c'est assez dingue. C'est vrai que c'est assez dingue, quoi. Enfin, ouais. Moi, ça me paraît fou parce que nous, on a eu moi, j'ai tout le temps connu la télé. Oui, moi aussi. Chez moi, enfin, voilà, on avait la télé. Moi, ça a commencé avec les dessins animés. Parce qu'en fait, oui, on parle des écrans avec les petits et tout, mais moi, je pense qu'à mon époque, j'étais quand même pas mal aussi devant écran, que ce soit les dessins animés du matin ou après avec les cassettes des Disney, etc. Donc moi, je pense que ça a été plus progressif. J'ai pas l'impression d'avoir fait vraiment un basculement. En plus, j'ai eu des grandes sœurs, donc je les ai vues avoir des téléphones. Enfin, c'est grâce à ma grande sœur qu'on a eu le premier ordinateur, je pense en 2001. Donc après, on pouvait l'utiliser, on pouvait l'utiliser. Alors après, on avait la DSL, donc c'était minuté, machin et tout entre nous quatre. Mais je m'en souviens très bien. Tu vois. Non mais oui, tu pouvais pas utiliser tout le temps. Donc je les ai vus avoir des téléphones avant moi, récupérer leur téléphone. Donc vraiment, je pense que ça a été beaucoup plus doux et progressif. Aujourd'hui, au taf, je suis sur ordi en permanence, même si je fais des livres. C'est le paradoxe. Bienvenue dans notre monde. Voilà. Le téléphone, il est quand même là en permanence pratiquement, même si j'ai pas une sensation d'être accro parce que je peux le poser, bouquiner quand je veux, faire des puzzles et des activités de mamie. C'est très bien. Le kiff, ça, voilà. Dans le métro, je pas Momo là-dessus. Mais elle a raison. On sait que t'as les mêmes. Mais après, quand il y a l'ennui, il y a forcément le téléphone qui sort assez facilement, tu vois, dans un métro, dans un train, quand je suis avec des gens, pas trop, enfin pas vraiment, alors que je sais qu'il y a pas mal de monde qui a un peu du mal à. Mais pareil pour checker des faits, il sort assez facilement, mais sans, je pense, être accro. Est-ce que du coup tu as l'insens... Mais est-ce que tu as une télé à la maison? Ouais. T'as une télé, t'as un ordi, alors mon ordi hors portable, je l'ouvre pratiquement plus. Mais en fait, parce que tout est fait, tout ce qui est indispensable, c'est fait sur mon téléphone ou sur mon ordi du bureau. Et la télé, par contre, je pense que quand j'ai pas un truc prévu le soir, une sortie, etc., ou si j'ai pas prévu de bouger le week-end, elle est quand même allumée tous les jours pour regarder Netflix ou autre replay. Je passe pas une soirée. Généralement, je fais au moins les 2 écrans puis bouquiner. Je passe rarement une soirée qu'à bouquiner ou qu'à faire du puzzle. Et enfin, à un moment, j'ai besoin de présence aussi. Alors, ça pourrait être la musique, mais je suis moins musique que. Mais voilà, en habitant solo, c'est vrai que ça fait une présence aussi. Mais je ne fais que ça, tu vois. Si je regarde la télé, je regarde la télé. Je suis pas sur mon téléphone. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des doubles usages. Il y a des gens qui regardent la télé avec leur téléphone. Moins t'as d'attention. Non, alors moi, je pensais pas à moi en l'occurrence, effectivement.
une personne qui partage ma vie aussi, qui dis donc, elles sont plusieurs à partager sa vie. Non, c'est la même. Mais non. Moi, je sais que je fais peu ça, justement, je fais peu de choses en même temps. Maintenant, comme j'ai WhatsApp, moi, par exemple, sur mon ordinateur, c'est vrai que je discute très peu WhatsApp sur mon téléphone, mais toujours sur mon ordinateur. Ah, c'est marrant, ça. Ouais. Ouais, donc c'est une pratique chelou. Ouais, c'est vraiment quand je dois envoyer un truc qui est sur mon ordi que je passe par WhatsApp ordi. Sinon, parce que je trouve jamais. Moi, ça me fait chier le clavier sur les doigts. Alors quand j'ai le clavier comme ça, bim bim, et je peux parler. C'est vrai qu'il m'est arrivé, et ça c'est flippant des fois. Tu te dis putain, tu viens de passer 1h30 à discuter sur WhatsApp avec tes potes, etc. Ah, tu pourrais les appeler ou ouais, non, alors j'appelle aussi beaucoup. J'appelle pour le coup beaucoup. Ouais. J'envoie des vocaux comme ça. Il nous appelle pas du tout, mais bon. Non, il nous fait des vocaux. Je fais des vocaux. Ouais, beaucoup de vocaux. Il était en vacances. Oui, je t'envoie des photos aussi. Ouais. Bref, mais non, mais j'essaye. Il y a des potes avec qui j'appelle, on peut passer 1 heure au téléphone, machin. Et évidemment, ma meuf aussi. Il y a plein de gens aussi, voilà. Mais ouais, beaucoup WhatsApp, pas mal, ouais, effectivement. Donc on est quand même d'accord que on est multi-écran ciel. Je ne sais pas comment le dire, machin truc. Et qu'il y a quand même du bon, parce que comme tu dis, ça fait une présence. Pendant le Covid, ça nous a servi, etc. On a quand même des œuvres culturelles qui sont disponibles. Il y a plein de trucs effectivement qui nous donnent accès à ça. Infos, et ça, c'est vrai qu'il y a quand même du bon. Le problème, c'est que justement, comme tu le disais, c'est que c'est un peu partout tout le temps. Et là, c'est là où le bas blesse. Mais avant d'en dire plus, on va passer au reco de Momo. Quel teasing. J'aime bien faire la suite. Aujourd'hui, je fais beaucoup la suite des jingles. Oui. Alors, justement, pour sortir des écrans, je vais parler de théâtre et musique aujourd'hui. Donc, ma première reco, c'est une pièce qui joue en ce moment au théâtre de la Pépinière. Donc, c'est un théâtre pas loin d'Opéra. Yep. Très chouette petit théâtre. Et donc, cette pièce, c'est La disparition de Joseph Mengele. C'est l'adaptation du roman du même nom d'Olivier Guèze. Donc, je vous fais un peu le pitch. Le pitch, c'est ça. En 1949, Joseph Mengele débarque à Buenos Aires. Vous avez vu, je l'ai fait avec... Bravo, tu n'as pas dit Buenos Aires. Buenos Aires. Je sais pas pourquoi je l'ai fait d'un coup. J'ai l'impression d'être en Argentine, tu pareil. Alors, c'était pas le Brésil. Mais c'est beaucoup moins drôle. J'ai failli faire la vanne aussi. Oui. Donc, caché sous une fausse identité, l'ancien médecin tortionnaire d'Auschwitz croit pouvoir s'inventer une nouvelle vie. Donc, ce seul en scène... Et il raconte l'errance de Joseph Mengele en Amérique du Sud jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage du Brésil en 1979. Obrigado, Brasil. C'est pas du tout drôle en plus. Je sais, c'est horrible. C'est horrible. Non, mais c'est horrible. Non, mais et donc c'est un seul en scène assez puissant qui est porté par le comédien Michael Chirignan. Et vraiment, on a une ambiance très pesante grâce à donc la lumière qui est assez sombre. Enfin, il y a des jeux de lumière. Il y a toujours un bruit. Ça commence par un bruit strident d'espèces d'outils un peu de torture. Enfin, tu vois, tu sais pas exactement ce que c'est. En même temps, c'est Joseph Mengele, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est pour ça. Le son, la lumière, le jeu du comédien, voilà, mettent une ambiance tout le long de. Je crois que c'est un peu plus d'1 heure de spectacle. Et voilà, on se retrouve vraiment au cœur de la cavale de ce monstre. Enfin, non. Ce que le comédien voulait rappeler et l'auteur avec son bouquin, c'est que justement, c'est pas un monstre, c'est un homme qui fait des monstruosités. Et voilà, donc on ressort vraiment assez secoué et on voit que le travail de mémoire a été fait avec cette pièce. Donc je crois que c'est encore au moins jusqu'à décembre au théâtre de la Pépinière. Donc voilà. Une bonne reco. Ouais, carrément. Voilà. C'est important. Merci. Et ensuite, alors c'était pas prévu, mais c'est une reco que je viens de... Donc je fais un peu au dernier moment parce que j'ai écouté cet album sur la route pour venir à la radio, pas en entier, mais c'est le nouvel album de Lily Allen qui s'appelle West End Girl. Et Qu'est-ce qu'il y a j'adorais Lily Allen. Et franchement, donc il est très très bon. Mais j'étais d'abord curieuse, pas pour Lily Allen, mais parce qu'en fait son album fait beaucoup parler de lui sur les réseaux parce qu'elle s'est séparée récemment. Ils ont divorcé avec son compagnon qui est David Harbour, un acteur très connu dans Stranger Things. Oui. Ouais, il a joué dans le dernier Avengers aussi. Ouais. Et oui. Et du coup, en fait, donc cet album, comme on en connaît d'autres, c'est un album de rupture, plus ou moins, comme a pu le faire c'est maîtresse dans l'art. Miley Cyrus avec Flowers. Ouais. Et
Vraiment, il est pépite. Elle nous raconte comment ils avaient décidé, vraiment, c'est assez détaillé, mais hyper bien écrit, mais très détaillé. Donc on apprend comment, et on sait qu'elle parle de lui évidemment, comment elle avait accepté d'ouvrir leur relation. D'accord, ok. Un classique. Lui veut une relation ouverte, elle pas vraiment, mais elle l'aime, donc elle décide. Ouais. Comment il a brisé les règles qu'ils avaient tous les deux mis en place. Comment il a eu une double vie. Comment, donc, l'appart qu'elle découvre, les messages, comment elle a découvert les messages qu'elle a découverts. Et vraiment tout ça dans des chansons qui sont très très chouettes, très très cool. Vraiment, vraiment de qualité. Et donc, c'est quand même assez pépite. Ouais. T'as envie. Vraiment, écoute et lis les paroles. Non, je suis fan. Et en plus, non, vraiment, il y a des très bons titres, alors que je n'étais pas une fan à la base. Voilà. Lily Allen nous a quand même toujours habitués à des trucs très acidulés, entourés de beaucoup de coolitude. Voilà, oui, voilà. Fuck you. Bah ouais. Non, et donc voilà, cet album, quand tu sais un peu l'histoire derrière et que t'as envie d'aller chercher les petits potins, bah c'est pépite. Et donc je vous le recommande pour l'histoire qu'il y a derrière et pour la qualité des titres. Ouais. Et ben, tu me diras Manu ce que t'en as, pensé. Il me reste encore quelques titres à écouter, mais j'en étais au moment où la chanson Non Monogamie Mommy, je crois, elle a inventé un mot pour dire donc une maman non monogame, et où elle raconte comment elle a accepté que ils soient en relation ouverte. Ça, je trouve ça toujours un truc assez fascinant, de se dire que, enfin, pardon, je fais un petit aparté, mais je réfléchis à haute voix, je devrais peut-être pas. Mais en fait, c'est pas, cette semaine, c'est la deuxième fois qu'on me raconte une histoire comme ça, qu'une nana accepte effectivement d'être en couple libre pour sauver son couple, ou parce que ça bat de l'aile, ou parce que machin truc, en se disant que ça va aller mieux. Mais à quel moment? Bah ouais, franchement, c'est pas une histoire. Dans ces cas-là, tu t'en rends pas compte. C'est pas une histoire unique. Tu t'en rends pas compte, tu t'en rends pas compte. Bah, c'est-à-dire que si toi t'as pas, enfin, t'es trop dedans. Je trouve ça ouf, quoi. Non, mais enfin, vraiment, Mais quand ça sort un album de qualité, bon bah, c'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux. Au moins, ça a servi à ça. Ouais. Merci Morgane. De rien. Et d'ailleurs, on va enchaîner tout de suite avec un titre. Donc, du coup, de ton groupe que tu as choisi. Mashroul Leila. Oui, Mesh. Ben oui. Ouais. Cavalerie, c'est ça. Merci. Détendez-vous. En musique. Radio M. يا كالتطوس بالعروش الطغيان يزاهر عصيان لو رح أموت 100 مرة رح أعود 100 مرة مصقول الحسام أتصفى جيشا يشبهني نلتحم ببعض ونستعصي في قاع كل شاهق تربتي أنبت مسطول الأقلام الجبال حملوها بدأوا بحصاها حتى أنجزوا حيث القوة تبنى بالوجوه كل صوت يرفع هجوم جيشكم عليه مش حيقدر ليه ما بتقدر على قلبي مش حتقدر ليه جيشك فدا قلبي
retour dans l'émission Avant le troisième verre. On est mercredi, il est 19h passé de quelques minutes. On est de retour en plateau avec Manu et Morgane et on va amorcer la deuxième partie de cette émission sur les écrans et le problème des petits et des grands. Et c'est là où enfin je vous parle de mon amour pour les sites de santé québécois. On avait hâte. Ce que vous ne voyez pas à l'antenne justement, c'est qu'effectivement elle a imprimé vraiment le site internet lui-même. Oui. Et ça parle en québécois, il y a des tabernacles là, je vois un peu partout. Et donc ça vient de l'Institut national de santé publique du Québec, donc qui répertorie on a parlé de quand même les facilités des écrans, ça nous apportait quand même beaucoup de choses au quotidien, beaucoup de facilité. Facilitation. Ouais, facilité. Je sais pas ce que tu veux dire. Je ne sais plus. Elle est au Québec mais elle parle anglais. Non mais je ne sais pas. Flying facilities. Sur plein de choses, mais justement à trop en avoir, et on le sait tous, il y a des répercussions qui sont pas ouf. Donc ce site, n'est-ce pas, de l'Institut national de santé publique du Québec, c'est pas sponsor, promis. Ouais, exactement. Ils m'ont pas payé. Je trouve ça scandaleux. Non, je rigole. Donc sur les écrans et la santé mentale et physique, parce qu'il y avait des effets physiques, je l'ai appris également. Oui. Enfin, voilà. Donc déjà, je vais essayer de vous faire un petit panel de la santé physique impactée par les écrans. Donc il y a la sédentarité, ça provoque la sédentarité et les maladies associées. Donc l'usage des écrans est quand même considéré comme un comportement généralement sédentaire. Donc c'est un vrai problème de santé publique, disent-ils. La sédentarité, ils le rappellent, augmente le risque de développer des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le cancer ou la dépression. Voilà. Il y a un problème aussi très vite qui va se poser de santé oculaire et visuelle. Les troubles tels que le syndrome de la vision informatique, donc la vision floue, double sécheresse oculaire, maux de tête. Je suis sûre que les gens qui nous écoutent, ils vont se dire mais oui, mais j'ai tous ces symptômes. Tu sais, c'est un peu voilà. L'accentuation de la myopie, pardon. La myopie. Attends, c'est un acronyme. Donc voilà, c'est des choses en fait qui sont liées à l'usage intensif des écrans. Il y a des troubles aussi musculo-squelettiques. Je vais réussir à dire un mot correct, je ne sais pas. Oui. Donc les heures prolongées en position assise et explosées. J'y arrive pas. Ce soir, c'est compliqué. Problème d'élocution aussi, les écrans. Voilà. Du coup, on parle plus L'Institut national du Québec, en fait, compliqué quand même. Non mais attends, regarde. Fais-le en québécois, ça les ira heures mieux. prolongées en position assise et exposées à la lumière bleue augmentent le risque de développement ou d'exacerber les troubles donc musculo-squelettiques, problèmes de posture, de douleurs au dos, au cou et aux épaules. La taille de certains appareils peut faciliter leur transport, mais aussi mener à l'adoption d'une posture plus ou moins ergonomique, dommageable à long terme sur la santé. Donc ça, c'est des trucs assez ouf. Je fais un aparté. Est-ce que vous avez vu, il y a cette œuvre qui est assez connue, je sais plus qui c'est. Oui, d'un artiste courbé là. Ouais, qui a fait une femme courbée, genre l'humain du futur. Ouais. Et c'est une femme courbée avec un dos bossu et voilà. Et un cou. Ouais, un cou un peu long pour. Ouais. Et sur l'écran, et donc c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Ça a des répercussions bien sûr, et également quand on a des heures prolongées en position assise à la lumière bleue, qui peuvent nuire à l'endormissement. Le sommeil est impacté, la qualité du sommeil est impactée. Voilà, donc parce que en fait, à cause des écrans bleus, on ne sécrète plus assez de mélatonine, donc l'hormone du sommeil, qui favorise l'endormissement. Et du coup, ce qui fait qu'on se couche plus tard, on a un sommeil de piètre qualité, et du coup, après, quand on dit que la privation de sommeil est une torture, les gars, il faut dormir, parce que si on dort pas, on n'est plus capable de raisonner. Voilà, on devient stupide. Je le rappelle. C'est donc ça. Attention. Et après, il y a la santé mentale. Donc ça, c'était les quelques répertories, bref, choses. Répertories. Je vous l'ai fait en franglais. Une catastrophe. Donc voilà. La santé mentale. Donc maintenant,
Voilà, il y a les abus et les dépendances. Donc ça, je pense qu'on y est tous sujets, hein, vu qu'on emmène notre téléphone à peu près partout. On se sent tout nu quand on l'a pas, etc., etc. Donc, il y a des problèmes qui sont liés à l'abus des jeux vidéo et aussi des jeux de hasard et d'argent en ligne. Ouais. Et oui, parce que ça cause des gros soucis de dépendance, des troubles. Est-ce qu'on parle des boomers aussi qui sont sur Candy Crush en permanence? Bien évidemment. Accro. Je tiens à dire personnellement, je n'ai jamais ouvert de ma vie un Candy Crush. Moi non plus. Jamais. Je ne comprends Ça a pas. dû m'arriver. Jamais. Mais je m'en suis lassée. J'arrive pas. Ouais. C'est toujours je me lasse toujours. Mais là, il y a vraiment des troubles qui peuvent effectivement survenir, comme la dépression, on en parlait, l'anxiété ou l'isolement. Donc, ils sont sympas, les Québécois, ils nous disent à chaque fois d'aller voir sur des liens et des choses comme ça pour se faire aider. Il y a des problèmes aussi d'estime de soi et de l'image corporelle, parce que la consommation intensive de certains contenus médias sociaux ou applications est associée à des problèmes d'estime de soi. Et donc, qui peut causer aussi des troubles alimentaires, de l'anxiété liée à l'image des autres. On le rappelle, c'est du fake. Il y a des retouches, il y a des filtres. Et attention. On en a parlé dans plusieurs. On en a parlé dans plusieurs émissions. Il y a aussi des choses qui peuvent aussi vraiment être dommageables sur la santé, parce que là, il y a des propagations de fausses informations, de choses un peu miracles, de régimes, de trucs, de choses qu'il faut faire. Attention à certaines pratiques, ça peut vraiment être dommageable à la santé. Et cette désinformation, donc, vraiment peut avoir des conséquences atroces. Les troubles mentaux, bien évidemment, donc on le disait, l'anxiété, la dépression, les comportements suicidaires. Il disait, là, il y a une étude de l'OMS, je sais plus quel truc, qui est sorti, qui disait que un enfant de 13 ans sur les réseaux sociaux, il met 11 minutes à trouver du contenu sur le suicide. 11 minutes. Voilà. Avec ChatGPT, ça va se réduire. Donc, faut faire quand même très 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 attention à l'usage qu'on a de nos chers petits écrans. Et je rajouterais juste une stat, justement, à moins que t'en aies dans le stock, que les 7-12 ans, donc le moment où vraiment tout se met en place d'un point de vue social, d'un point de vue tout, etc. Aujourd'hui, on est à 9 heures de télévision par semaine en France, en moyenne. Pour les 7-12 ans. 9 heures de télévision par semaine. Par semaine. C'est tout ? C'est énorme. Mais attends, mais tu rigoles, quand j'étais gamine, j'étais tout le temps collée devant la télé. Franchement, genre 4 heures par jour, quoi. Mais on parle, mais c'est 12 ans, mais il y a les cours, il y a la classe. Ouais. Ils partent à 8h le matin. 1h le matin. Une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, imagine. Tu vois, ça te fait déjà 1 heure par jour sur les jours de. Ça fait déjà 7 heures. Le week-end. Moi, je trouve que c'est pas tant que ça. En fait, quand t'as une télé. Quand t'es en vacances, quand t'es machin, quand t'es trucs, non. Ah ouais, je trouve ça énorme. C'est pas tant que ça. Moi, je t'assure. Vraiment, moi, quand j'étais gamine, le mercredi, je le passais devant la télé, quoi. Faudrait voir l'évolution par rapport aux années. C'est moyen. Oui, mais il faudrait voir avec les chiffres d'avant, tu vois, s'il y a une évolution, mais comme ça, oui, ça me paraît pas non plus. Je pense, en fait, ce qu'il y a de différent par rapport à avant, comme tu le disais, Morgane, où on a tous quand même relativement grandi avec une télé très allumée à la maison, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'autres écrans. Et une fois que la télé, elle était éteinte, elle était éteinte. Et il n'y avait pas, c'est ça, c'est s'il y a un cumul pour Je parle uniquement de la télévision. Oui. Et on parle d'1h30, quasiment 1h30 par jour. Oui. Il y a quand même normalement des activités sportives de temps en temps où tu vois des gens, où tu déjeunes. Oui, parce que si tu ajoutes ces 9 heures hebdomadaires à 9 heures de téléphone plus je sais pas quoi, ils passent leur vie devant les écrans. En fait, c'est vraiment, mais même déjà 1h30. Même nous, on passe nos vies devant les écrans. En complément de tout ça, c'est énorme quand tu te développes au début. T'as 7 ans. Le gosse, 1h30 par jour. Moi, je trouve ça énorme. Ouais, mais après, c'est une moyenne aussi. Il faut rappeler que les activités, c'est un luxe aussi pour certains. Qu'en fait, le télé, c'est devenu un truc hyper accessible. Ouais. Et les écrans de plus en plus. Et donc, en fait, je pense que oui, il y a des foyers où les parents, ils emmènent pas les enfants dehors le week-end, ils les emmènent pas en vacances. Ils les emmènent. Donc, en effet, c'est un des trucs les plus de divertissement les plus accessibles. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Mais ça c'est évident. Ça fait partie de ces trucs-là, ça faut le lier d'un point de vue social à ça, justement, ça me paraît manque de moyens, comme avec la malbouffe, effectivement, il peut y avoir il faut ramener ça quand même au contexte social dans lequel les gens évoluent. Et effectivement, des fois, on n'a pas le choix. Enfin, c'est-à-dire que c'est des choses qui demandent ne pas être devant l'écran. Être devant l'écran, c'est une facilité. Et des fois, on n'a aussi pas d'autre choix.
que de mettre les enfants un peu devant l'écran. Enfin, il y a un moment, faut aussi ne pas être... Et puis, soi-même. Enfin, je veux dire, voilà. Est-ce que vous, moi, là-dedans, c'est une question pour clore un peu, voilà, sur ces mauvais usages de l'écran et tout ce que ça peut provoquer comme trouble. Est-ce que vous avez déjà senti, après un usage intensif des écrans, justement, un isolement, un petit état dépressif, un truc où ça va pas? Moi, perso, ça m'est déjà arrivé. Je me suis dit, putain, là, ça ne va pas, je sais pas, vite, y a un truc qui va pas. Mais vraiment, un truc, tu sais, très lancinant, un truc qui est difficile à identifier, où je me suis dit, oula, là, il faut que je stoppe ma consommation pendant quelques temps et que je prenne un peu l'air pour, emmagasiner autre chose, quoi. Moi, le sentiment d'être à un moment donné accro à ça. Ce sentiment-là, quand t'as ce sentiment-là, justement, tu sors d'une session écran, machin, et tu te dis, putain, s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce que je fais, quoi. Ouais. Et là, franchement, le vide, et je dis, mais, et t'as oublié tout ce que tu faisais avant, on faisait plein de trucs avant. Exactement. Mais en fait, tu te rends compte que, cette peur du vide-là, moi, par exemple, je l'ai eu en vacances, quand je suis parti en vacances, malgré tout, t'as cette peur du vide aussi là. Parce que tu te dis, en fait, certes, t'as ton téléphone ou machin, mais t'as pas d'écran, t'as pas de truc, etc. Et voilà, cette peur du vide. Oui. Non, moi, ça va. Non, mais c'est plus les infos qui m'arrivent dans trop aussi. Grosse consommation de réseaux. D'infos, ouais. Oui, après les écrans, pas forcément. Et je crois que j'arrive à rééquilibrer. En vacances, j'aime trop faire que des vacances à bouquiner ou voilà, c'est pas une. C'est des vraies vacances. Ouais. C'est vraiment. Mais c'est vrai que tu te dis oui, ça veut dire que c'est des vraies vacances de pas être sur son écran. Donc il y a quand même un truc. Mais moi, je le vois en vacances où de temps en temps, tu vois, quand je prends le téléphone. Je me dis presque, c'est là où je vois aussi que moi je suis accro, c'est que c'est un petit moment j'ai l'impression de voler un petit moment, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, genre, j'ai pris mon téléphone 10 minutes, trop bien et tout, je suis refaite. Alors que c'est trop nul, quoi. Ouais. C'est, voilà. Et puis. Non, mais c'est là où on voit l'addiction, il y a un problème. Oui. Non, mais voilà. Franck nous fait plein de gestes et c'est le moment de faire la seconde pause musicale. On se retrouve juste après. Radio M. C'est ma radio préférée. C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen de faire tomber les grands. De nous voir tous lever, tous au petit matin, les filles et les tyrans. C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi admirer les forêts millénaires peuplées d'orang-outans. La barrière de corail, les neiges éternelles, les séquoias géants. Avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant. Laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir les plaisirs de la vie que vous dites interdits pour mieux nous asservir. C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi oublier que le monde s'effondre l'espace d'un instant. Laissez-moi respirer, laissez-moi rigoler, laissez-moi sourire. Je ne veux plus rien savoir de vos luttes de pouvoir, de vos sombres délires. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant,
Laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder marcher, la regarder grandir, et puis de temps en temps lui parler de voyages, fabuleux paysages dans la course du temps. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. Et cette chanson vous est offerte par notre sponsor Manu Chanteur. Enchanté, bonjour. Je vais compter le nombre de fois où il dit enchanté dans une émission. 3 ou 4. Ouais. Mais à des moments ouais. improbables. ni au début ni à la fin, on sait pas. Très bien, je ne le répéterai plus. Bon, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous avez deviné, on est dans Avant le 3e verre sur Radio Ems, un mercredi soir. Mais oui, évidemment. On va entamer la 3e partie de cette émission sur les écrans où, bien sûr, bon, là, pour l'instant, on fait un peu état de ce qui va et ce qui va pas. Il y a beaucoup de qui va pas. Il y a beaucoup de qui va pas. C'est parce qu'on se disait en off, voilà, l'important, ce serait d'avoir une stat, en fait, sur comment on utilise tous les écrans confondus hebdomadairement, c'est-à-dire notre ordinateur, notre téléphone, notre télé, nous, c'est déjà, notre c'est mort tablette, avec le taf. On a les stats sur téléphone. On vérifie en temps réel. Tu vois, moi, je me souviens d'un truc. Normalement, il est en mode avion, ton téléphone. Non, mais attendez, moi, je me souviens d'un truc bizarre, c'est que mes parents, tu vois, par exemple, quand j'étais plus jeune, ils se plaignaient dans le métro qu'il y ait des écrans qui arrivent, tu sais, pour les pubs. T'as vu, des écrans partout, et je comprenais pas le truc, et j'étais genre, c'est cool, fait de la couleur, de la lumière, ouais, mais c'était de la pub, en fait, c'est pas forcément du contenu machin, maintenant je comprends un peu mieux, et c'est vrai que quand tu vois par exemple une ville comme Tokyo où il y a des écrans sur les buildings, où ça te passe des trucs, enfin il y a des gens qui sont perpétuellement exposé, quoi. Enfin, des fois, ça ne s'arrête pas. Et je vais vous donner une stat. Je récupère mon téléphone parce qu'il était en mode avion, mais je l'ai enlevé du mode avion. Non, parce que j'ai une chronique, là, à m'affaire. Et donc, 5h12 de moyenne quotidienne sur cette semaine. De regardage d'écran. 5h12 de mon téléphone. Pour toi? Toi? Ah oui, temps d'écran. Ah, ta stat temps d'écran sur mon téléphone. 5h12 par semaine. Par jour. Putain, la vache! Ouais. Ah bah toi, tu dors quand et tu fais quoi quand et tu fais comment t'as le temps de regarder la télé en même temps? Parce qu'en fait, en permanence, c'était quand je suis sur la route, quand je mets Google Maps par exemple sur la route, ça fait déjà aller-retour du taf, ça fait déjà de 2 heures, quoi. Ah bah oui, bah forcément. C'est déjà 2 heures d'écran. Où est-ce que tu trouves ça? T'as un truc temps d'écran sur pour pas citer la marque à la pomme. On a absolument pas tous. C'est dans paramètres? C'est dans quoi? Ouais, dans réglage. C'est très radiovisuel. Si vous voyez, on est tous sur des trucs. Je crois que je le trouve jamais, moi, dans le mien. Alors, en fait, c'est dans mode et routine, moi, je crois. Voilà, c'est en fait, vous tapez temps d'écran et puis vous l'avez. Ou dans recherche, normalement, tout trouver. Vous êtes sur iPhone? Non, pas du tout. Non. C'est vrai? Écran? Non, pas du tout. Ah merde, d'accord, c'est pour ça. Fluidité, bon, bref. Bref, donc tout ça pour dire que on a quand même un gros souci. Donc même si nous, les adultes, on arrive à peu près à relativiser notre temps d'écran, à vivre avec, parce qu'on a aussi un peu grandi avec et que ça s'est imposé progressivement, que fait-on de nos chères têtes blondes qui, eux, tombent dedans? La tête, la première. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que quand tu vois des gamins en poussette qui sont déjà avec l'écran devant et qui savent pas parler. Ça, je trouve ça ouf. Perso. Donc non, mais il y a un vrai truc. En tant que jeune parent, personnellement. Oui, tu nous avais caché ça. C'est clair.
C'est sympa de l'apprendre comme ça. Félicitations. Ouais, voilà. Mes 4 gosses, effectivement, j'avais un écran. Putain, ouais, on en a loupé. Non, mais tu sais, c'est un club trotteur, il a. C'est un club trotteur. Beaucoup dans chaque port. Dans chaque port. Ah, non, c'est ignoble. Ah, c'est terrible. Ça, c'est Franck. Donc, en fait, voilà, on va tout dévaler. Pardon, je vais juste essayer de recadrer un peu le débat. Oui. Pardon. Donc en fait, pour les enfants, voilà, ce qui est difficile, c'est de les empêcher en fait de regarder les écrans parce que justement, ça s'est généralisé partout. Donc en fait, justement, il y a un avant et après pandémie, comme tu le disais visiblement dans les statistiques pour les gamins. Là, il y a vraiment eu un basculement. C'est pas moi qui le dis, c'est Amélie Santé France, tout ça. On embrasse évidemment. Bien sûr, on embrasse. Nous écoute. Nos amitiés. Voilà. Et donc du coup, les effets d'un enfant du développement d'un enfant de moins de 3 ans qui regarde les écrans, c'est il faut vraiment limité parce que en fait il ne se développe pas comme les autres, c'est-à-dire que par exemple un enfant qui va regarder les écrans avant 3 ans va arriver à la maternelle avec à peu près 200 mots, donc à 3 ans il saura dire 200 mots. Un enfant qui ne sera pas devant l'écran et qui aura eu une autre expérience, il va arriver avec 3000 mots. Oh purée. Ouais, voilà la différence. différence. Ah, c'est chaud. Le développement, et on sait qu'à ce moment-là, c'est là où le cerveau est le plus agile, actif, et c'est là où il emmagasine tout, et c'est là où il fait le plus de connexions neuronales, enfin en tout cas jusqu'à 6 ans, et ça fait pou 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 pou, c'est un feu d'artifice dans leur tête. En fait, ça limite même le développement de leurs 5 sens. Ils disent sur le site que vraiment, enfin, c'est des interactions sociales, parce qu'effectivement, tout à 300 mots avec 300 mots, c'est con, mais les interactions sociales, elles sont aussi limitées à cause de ça. Exactement. Ils disent aussi que les enfants de 2 ans exposés, comparés aux enfants du même âge, atteignent un taux de masse corporelle supérieur à la moyenne à l'âge de 5 ans. Ils sont plus gros. Parce qu'ils sont plus sédentaires. Enfin, ça impacte vraiment tout, en fait. Il y a vraiment tout un panel de choses qui donc entrent en compte, mais surtout qui les impactent, au lieu de les impacter plus vieux comme nous, ça les impacte dès très jeunes. Oui, non mais ça. C'est-à-dire que les mots sont les mêmes, mais en fait, ils sont exposés extrêmement jeunes à pareil, l'anxiété, à la sédentarité, aux problèmes cardiovasculaires, et à la santé mentale, alors qu'ils sont censés avoir des enfants pas de problème de santé mentale. Et c'est plein d'autres choses qui développent pas. Exactement. Du coup, la curiosité, l'imagination. Là, ils disent, tu vois, exactement. Là, une perte des capacités cardiovasculaires de 25%. Enfin, c'est vraiment des troubles de l'attention. Enfin, bon, bref, il y a et vraiment. On l'a abordé rapidement tout à l'heure, mais on peut le lier évidemment, tout simplement, aussi au rang social, parfois, justement, à la société. Tu vas avoir des parents peut-être qui vont bosser comme des malades, qui vont pas avoir le temps justement effectivement pour être là pour leurs gosses, qui vont être mis avec des nannies ou des machins sur les écrans à toute longueur de journée. Oui, où tu contrôles pas. Tu contrôles pas, c'est plus compliqué, etc., etc. Et c'est vrai que c'est terrifiant. C'est comme on évoquait rapidement, mais comme la malbouffe effectivement de ce point de vue-là. Oui, c'est le même. Et c'est même process quoi. Donc du coup, ils proposent quand même des principes pour limiter l'usage des écrans pour les enfants. Je reprends pas tous les problèmes, on les a énumérés pour les adultes. Grosso modo, dites-vous que c'est les mêmes pour les gosses, sauf qu'ils ont rien demandé, ils ont même pas 5 ans. Grosso merde. Voilà. Donc c'est la règle des 3, 6, 9, 12. Donc voilà, pas d'écran avant 3 ans. Voilà, entre 3 et 6 ans, un écran partagé, donc l'écran ne lui appartient pas. On choisit ce qu'il regarde, mais on privilégie vraiment des temps dans la journée, pas le matin, pas le soir, donc pas avant l'école, parce que ça les excite et du coup ils sont pas en capacité d'apprendre après à l'école et d'être dans des bonnes conditions. Ça, il faut le rappeler. Et pas le soir, parce qu'au niveau de l'endormissement et du sommeil, ça fout la merde. Donc vraiment en journée, privilégier en journée. Et après, je sais pas c'est quoi le 9 et le 12. Bref. Ah oui, alors pas d'internet accompagné. Je l'ai la moitié. Non, donc pas alors des écrans partagés, pas de console de jeu avant 6 ans. Après, un internet accompagné et des jeux et des consoles avant 9 ans. Et à partir de et avant 12 ans, là vraiment il faut avoir un usage, on peut leur permettre un usage, mais il faut tout cloisonner, quoi. Il faut tout vérifier, il faut tout faire attention. Et il faut encadrer, bien sûr, les heures qu'on passe devant. Donc voilà. Et on rappelle, pas le matin, pas au repas, pas
pas dans la chambre, pas au moment du coucher. Voilà, on devrait en fait nous s'appliquer les mêmes règles. En fait, les gars, c'est encore une fois, c'est pour ça que j'ai rapproché les enfants et les adultes sur cette émission, c'est de dire que en fait, si ils ont les mêmes mots que les adultes, alors qu'ils ont des âges beaucoup plus jeunes, faudrait peut-être qu'on s'approprie ces règles-là. Donc, c'est aussi, on le fait aussi parce que c'est plus difficile, je pense, de se rééduquer à notre âge. Aussi, je pense que quand t'es gosse, justement, si tu as cette règle-là directement, t'as des habitudes qui se prennent. Je pense que les habitudes, nous, toi et moi, justement, qui ont connu, tu vois, Léo, les pas d'écran avant un certain temps, enfin de vrais écrans, tu vois, etc. À moins que tu aies eu la télé très tôt, toi, justement. Moi, on a eu la télé. Moi, je te dis, je regardais la télé dès que j'étais gamine. Puis moi, j'avais un grand frère. Donc, en fait, mon grand frère, il était devant la téloche. Et du coup, moi, j'ai suivi. Enfin, je veux dire, c'était ça. Mais on n'avait que ça. Après, moi, j'ai toujours eu un rapport à la télé très spécifique dans le sens où mon père, très vite, nous avait mis une téloche dans la chambre pour qu'on puisse jouer à la console. Bon, autant te dire que moi je touchais pas à la console, hein. C'est mon frère qui jouait et si j'avais le malheur de toucher à la manette, je m'en prenais une, grosso modo. Genre voilà. Mais la vraie fratrie du frère et de la sœur et puis du frère plus grand, vraiment tous les clichés. Donc c'est lui qui choisissait les programmes, moi j'en avais, voilà. Mais moi, j'ai eu la télé très jeune dans ma chambre. Mon père, il a multiplié les écrans à la baraque, c'est-à-dire qu'il y avait une télé dans le salon, une télé dans la chambre de mon frère, une télé dans ma chambre et une télé dans leur chambre. J'avoue, on n'a jamais eu ça. En fait, non mais on s'entendait pas sur ce qu'on voulait regarder. Donc, il a dit bon, au lieu, avant, on évite les embrouilles, chacun son truc. C'est l'achat de la paix, quoi. C'est ça, exactement. Mais tu vois, bizarrement, moi, et je l'ai eu à 12 ans, moi, la télé, 12 ou 14 ans dans ma chambre. Donc, ce qui est très jeune, tu vois. Et bizarrement, je ne l'allumais pas si j'avais pas fini mes devoirs. J'avais une autodiscipline. Tu vois, c'est assez ouf. Hein. Ouais. Alors qu'elle était vraiment en face de mon lit. Parce que t'étais un moine Shaolin quand t'étais gosse. Bah écoute, je sais pas, tu vois, mais j'avais un espèce de truc un peu, voilà. Mais je pense que, outre le fait d'avoir été surexposée, moi je pense que j'ai été très clairement surexposée, il y a eu aussi un contrebalancement où j'avais des parents qui nous ont emmenés faire plein de choses, qui prenaient le temps aussi de nous parler, qui avaient peut-être potentiellement un peu ce temps pour nous parler. On était peut-être dans un aussi climat socio-professionnel un peu plus, classe moyenne, donc ça allait à peu près. Classe moyenne pauvre plutôt, je dirais même. Mais ça allait à peu près. Et je pense aussi qu'il y avait, malgré tout, pas une multiplicité des écrans encore à ce moment-là. C'est-à-dire que dans mon téléphone, j'avais pas le contenu que j'ai maintenant. Donc j'avais pas ce... Ça, c'est l'accès facile et qui fait que... Mais t'as dit quelque chose d'essentiel, c'est plutôt que de restreindre, c'était d'offrir d'autres possibilités. Oui. C'est que moi je trouve ça, c'est toujours, moi je suis plus dans cet esprit-là, plutôt que de restreindre, de dire tiens on va mettre des règles, c'est plutôt être dans d'autres possibilités, c'est-à-dire d'amener ton gosse à la culture ailleurs, de le faire sortir. Alors évidemment, il faut avoir les moyens. Si t'en as la mais rien de le faire lire les livres ou les... Exactement, des choses simples. Moi, j'ai passé mon temps à la bibliothèque municipale quand j'étais gosse. Oui, on rappelle, que ça a un rôle extrêmement important. Ouais, pour les enfants, c'est une mine d'or. C'est un jeu de société, etc. La bibliothèque municipale Louis Aragon de Montesson, je les embrasse. Je les ai saignés, putain, c'est libre. Donc on conclura cette émission en disant que essayons de limiter pour nous, pour les autres, pour les enfants, de raisonner, de cloisonner si on peut, et surtout d'offrir autre chose, d'autres alternatives, parce qu'effectivement à la fin c'est un peu la sociabilité qui en prend un coup bien comme il faut, et je sais pas exactement ce que va devenir nos petites têtes blondes et leur génération là. Je suis assez curieuse de voir un peu comment ça va se passer. Bref, Manu, trêve de plaisanterie, c'est ton info mytho. Bonjour à tous. Non, je rappelle le concept. Je rappelle le concept d'Info Mytho. Je vais dans la presse française, internationale, mondiale pour aller voir justement des histoires. Soit je les déforme, soit c'est la vérité. Quel journaliste. Et je rappelle une règle que j'instaure parce que effectivement à chaque fois il y a une personne ou deux ou trois qui dit je connais l'histoire. Non, deux. Moi j'ai jamais fait ça. Voilà. C'est vrai. Je connais l'histoire. Voilà, je fais très bien l'accent. Et puis qui dit donc après, effectivement, on se rend compte que c'est que l'histoire elle est connue, donc c'est que l'histoire est vraie. Par déduction, donc ça peut un peu niquer le concept, voilà. Promis, je me tais. Voilà. On commence avec. Mais réponds quand même. Mais à la fin. À la fin. Si tu dis rien, c'est que oui, c'est vrai. Dis-moi, je ne dis rien. Je ne dis rien, mais je ne dis rien.
On commence avec un journaliste britannique, justement, c'est une histoire un peu tech internationale, qui a passé une semaine avec un dispositif en fait avec lui, qui était baptisé Leaf, qui était conçu en fait pour jouer le rôle d'ami, de confident et d'assistant émotionnel. Voilà, lors de ce test, justement, il a enregistré les conversations, il intervenait sur WhatsApp, sur Messenger, un peu partout, etc., avec les différentes personnes, sans que le journaliste en question n'intervienne. Et donc, en fait, il jouait tout à sa place. Il lui donnait les informations qu'il avait reçues, il les compilait justement dans des bases de données, etc., etc., etc. Et donc, il analysait qui étaient les bonnes et mauvaises personnes autour de lui, justement par rapport à ça. Et c'est voilà. Et Attends, mais c'est l'assistant qui parlait à la place du. Oui, c'est ça. Voilà, en fait, non, il écrivait en l'occurrence justement à la place, parce qu'en l'occurrence, il parle. On n'est pas encore là d'un point de vue technologique, mais à chaque fois qu'il avait des interactions à l'écrit justement avec ses congénères, c'est l'intéressé. Donc on parle congénères, amis, famille, exactement. Tout ça. Travail, machin, etc. Et donc à la fin, l'application, le logiciel lui a dit qui était toxique et qui n'était pas. Exactement. Chaque jour, qui lui disait, voilà, est-ce que c'était bien trop bienveillant, voilà. Et lui, il ajustait aussi. Ta mère est trop chiante, arrête de lui parler. Il ajustait les réponses entre guillemets là-dessus, voilà. Et donc il a testé ça pendant une semaine. Et alors au final, du coup. Et ben il s'est dit que c'était un peu particulier. Tu m'étonnes. Mais voilà, donc c'était assez fou. Et en fait, voilà, il répondait l'assistant IA justement répondait automatiquement et lui pouvait aussi demander d'ajuster. Je veux plus d'émotionnel, je veux plus de trucs. Voilà. Pardon, je m'arrête là. Vrai ou faux? Je dirais que c'est vrai. Moi, je parce qu'on est parti dans une vraie en tout cas, info. Moi, j'y crois. Mais quand tu vois que maintenant les jeunes, terrible, ils se confient à... C'est un gros mytho. Moi, je suis sûre. Non, mais ça peut être un vrai parce que les jeunes, tu sais, maintenant, ils demandent, ils confient leurs problèmes psychologiques à l'IA au lieu d'aller voir un psy. Oui. Ils parlent avec l'IA. Oui, mais là, c'est un gros mytho. À ChatGPT. Et c'est vrai. Ouais, bah oui. Franck, on t'a évidemment, on posait des questions, on continue à poser. C'est bon, il nous faisait un exposé. Donc... Je vais essayer de faire vite sur la suite. Nous sommes dans la province du Pariac, en Aubrac, petite commune trop tranquille. Sauf qu'il faut se méfier du loup qui dort. Il y a quelques jours, un homme découvre un petit sac dans une ruelle, alors qu'il promène son chien. Donc une sacrée découverte. 20 000 € pour le billet soigneusement rangé. L'homme hésite, mais décide finalement d'aller au commissariat du coin pour rendre le sac, donc jusque-là tout va bien. Et c'est faux. Belle surprise, il se trouve que le sac était une preuve dans un trafic de drogue près du Pariac, et il a permis, grâce aux empreintes ADN qui étaient sur les billets, d'identifier les 10 dealers et démanteler le trafic. J'ai envie de dire oui, mais je pense que les gens sont tellement dans la merde que s'ils trouvent 20 000 balles, ils les gardent. Ouais, moi je dirais que c'est faux. Mytho. C'est un mytho. Allez. On connaît la conjoncture, Manu, arrête. Parce que nous, on n'aurait pas rendu le sac. On attend une dernière histoire, très rapide. L'histoire du Louvre, oui, parce que bon, l'histoire du Louvre, il en rappelle d'autres. Certains sont très récents, il y a 2 semaines. C'est un autre monument bien connu du patrimoine français qui a été visité. Il s'agit de la Tour Eiffel. Un homme peinardos a pris son billet à 21h04, capuche sur la tête, thermos dans la main. C'est moi qui le rajoute. Il passe le portique et on ne le reverra que le lendemain sur les caméras de sécurité. Pas de visite nocturne de la sécurité, pas de dégâts selon la police, sauf que cet homme n'est pas un inconnu. C'est un youtubeur britannique du nom de Daz Black, très connu et qui a voulu donner une petite leçon à la France. Manque de peau, la société gérant la Tour Eiffel a porté plainte. Pas bête la bête. Je dirais que c'est vrai. Moi je dirais que c'est vrai, mais c'était juste l'histoire de passer la nuit dans la Tour Eiffel. Ouais, mais c'est vrai. Mytho. Et Franck a raison. Et j'ai gagné. Bien joué. Non, t'as loupé le premier. T'as loupé le premier. J'en ai 2 sur 3. Hein. Bah, moi aussi. Hein. Merci Manu. Bon, j'ai fait rapide. Non, mais c'était un très beau info mytho. On y a cru. Jingle. On a un vieux blanc. C'est exactement une presse de 3000. Avec les 20h04. Qu'est-ce qui se passe? Franck était perdu. Il était à la Tour Eiffel, il était perdu. Voilà, c'était pour vous dire merci sur cette émission autour des écrans. Alors, on sait encore qu'on n'a pas forcément réglé le problème, etc. Mais on vous demande de faire attention à vous, de faire attention à votre santé mentale, à votre santé physique. On est dans un monde compliqué, complexe, où on a plein d'addictions, il se passe plein de choses. Donc vraiment, prenez soin de vous. C'est vraiment comme ça qu'on pourrait conclure la chose et faites-vous aider s'il y a besoin. Exactement. Voilà. Donc, on vous remercie de nous avoir encore suivis ce mercredi. On vous fait plein de bisous. On vous retrouve la semaine prochaine. Des bisous. Salut.
Radio Ems. L'essentiel de la musique.